Chapitre 7. Faire face au chantage émotionnel. Le chantage affectif n'est pas une expérience agréable, mais malheureusement, beaucoup d'entre nous y succombent à différentes étapes de leur vie. La vérité est qu'il existe de nombreuses personnes prêtes à s'attaquer à vous et à vous exploiter à leur avantage. Il est essentiel que vous connaissiez le chantage affectif, les tactiques utilisées et les endroits où vous pouvez trouver ces personnalités parasites. Après avoir discuté de tout cela, nous en arrivons à la partie la plus intéressante et la plus significative. Il s'agit de savoir comment gérer le chantage affectif. Voici le guide ultime pour faire face au chantage affectif. Reconnaître les situations de drapeau rouge. Les situations de drapeau rouge pointent absolument, sans aucun doute, vers un chantage émotionnel. Prendre conscience de ces situations est la première étape pour faire face à la menace et la rendre impuissante. Demandez-vous si vous vous retrouvez à vous excuser pour vos actions, même si vous n'aviez pas tort ou si vous n'étiez pas en faute. Observez si votre partenaire est toujours prêt à accepter un non comme réponse. Vous arrive-t-il de céder au désir de votre conjoint ou partenaire au détriment des vôtres? Vous avez peut-être remarqué que c'est toujours vous qui semblez faire les sacrifices et les compromis dans votre relation. Pire encore, votre conjoint ou partenaire vous intimide-t-il ou vous menace-t-il pour que vous pliiez à ses exigences? Connaître la tactique typique du chantage émotionnel. Les personnes qui emploient ces tactiques utilisent la peur, l'obligation, la culpabilité comme leur moyen préféré pour obtenir ce qu'elles veulent. Dans un premier temps, le maître chanteur essaie de rendre la victime craintive, en colère ou déçue. La cible se sent ainsi obligée de répondre à ses exigences. Si la victime n'obtempère toujours pas, le manipulateur lui insuffle un sentiment de culpabilité pour ne pas avoir respecté les souhaits de l'agresseur. Tout cela est fait de manière très subtile, pour faire appel à la sensibilité de la victime. Il joue la manipulation, de manière à ce que la victime pense que leurs demandes sont raisonnables et qu'elle devrait les accepter. Si vous vous sentez victime de cette technique FOG, demandez à un ami proche ou à un ami de vous donner une perspective différente de la relation et de vous dire ce qu'il voit ou ressent de l'extérieur. Sachez si vous êtes vulnérable. Les personnes qui ont du mal à dire non sont les plus sensibles au chantage affectif. Si vous êtes l'une d'entre elles, permettez-vous d'être à l'aise avec l'idée de refuser. Pensez au ton et aux mots que vous utiliserez pour signifier votre autonomisation et dire non à la manipulation des autres à l'avenir. Comment arrêter le chantage émotionnel? 1. Il y a des moments où vous devez donner la priorité à vos désirs, besoins et préférences sur ceux de votre partenaire. 2. Défendez votre vérité, vos vues et vos opinions et devenez plus sûr de vous et plus protecteur. 3. Définissez clairement les limites de ce que vous acceptez et de ce que vous refusez. Les limites ne doivent en aucun cas être dépassées. 4. Réalisez que votre bien-être passe avant tout, même si vous aimez profondément votre partenaire. Partagez vos priorités personnelles et faites des compromis en conséquence. 5. Ne cédez pas au chantage émotionnel. Cela ne fera qu'empirer la situation. 6. Si votre proche vous menace de violence physique, quittez immédiatement la situation et alertez les autorités compétentes. 7. Faites appel à vos amis proches ou à votre système de soutien social et demandez l'aide professionnelle d'un thérapeute si nécessaire.
Faites-vous du chantage affectif à quelqu'un? En plus d'être une victime, vous pouvez aussi être un agresseur. Aucun d'entre nous n'est à l'abri de cette tendance. Observez vos habitudes pour amener les autres à faire ce que vous voulez. Quelle est votre réaction lorsque quelqu'un se dispute avec vous ou ne fait pas ce que vous voulez? Implorez-vous? Vous punissez? Punissez-vous en lui refusant de l'amour, de l'affection? Prenez-vous son opposition comme une menace pour votre relation? Répondez-vous par des remarques telles que « Si tu m'aimais, tu aurais fait ceci et cela ». Si vous répondez par l'affirmative à l'une ou l'autre de ces questions, il se peut que vous fassiez chanter les autres sciemment ou non. Vous devez donc l'admettre et le reconnaître. C'est une façon d'assumer la responsabilité de vos actes et de créer un climat de sécurité et de réparation pour vous-même et pour l'autre personne. Dites à la personne que vous avez manipulée que vous êtes conscient de vos actes, mais s'excuser ne suffit pas. Vous devez assurer à la personne que vous êtes prêt à assumer vos actes et à chercher à changer votre façon de vous comporter. Demandez à la personne que vous avez blessée ce dont elle a besoin de votre part pour sentir qu'elle peut vous faire confiance. Trouvez des moyens de résoudre les problèmes ensemble et d'aller de l'avant. Comment vaincre le chantage émotionnel? Tout d'abord, lisez la liste de contrôles suivante pour savoir si vous êtes victime de chantage affectif. Vous vous dites que c'est normal de céder. Vous pensez que céder est une bonne chose pour calmer l'autre personne. Vous avez l'impression que ce que vous voulez est incorrect. Vous pensez qu'il vaut mieux céder maintenant. Vous vous opposerez une autre fois. Vous pensez qu'il vaut mieux se rendre que d'offenser quelqu'un. Vous n'avez pas l'habitude de prendre position. Vous donnez votre pouvoir. Tu fais ce que les autres veulent, mais pas ce que tu veux. Vous acceptez tout sans protester. Vous abandonnez des choses que vous aimez pour apaiser l'autre personne. Si l'une de ces situations vous interpelle, vous pourriez bien être victime de chantage affectif. Il est donc temps de rassembler votre courage et d'opérer des changements en vous. Prenez votre maturité personnelle et adoptez la position qui vous permettra de ne plus être une victime. Prenez position pour vous-même. Prenez un moment pour examiner votre passé et voir si cette complaisance est automatique, héritée ou le résultat d'une habitude acquise dans l'enfance. Il peut être difficile et décourageant de ne plus se considérer comme une victime et de changer la dynamique, mais cela en vaut la peine. Demandez de l'aide si nécessaire. Lorsque vous êtes victime de chantage affectif dans une relation, vous avez encore des choix. Vous pouvez laisser les choses en l'état, travailler à une situation plus saine ou décider que la relation doit prendre fin. Il existe des tactiques, des capacités et des changements de style de vie pour modifier la situation avant de décider de céder ou d'abandonner. Vous avez besoin de 2 choses pour vaincre la personne qui vous fait du chantage émotionnel. Apprendre et développer les compétences de la communication non défensive, développer vos limites et votre résilience mentale. Lorsque vous décidez de vous sortir d'une situation de chantage affectif, il vous faut beaucoup de courage et de volonté pour tolérer le sentiment de déplaire à vos proches. Parfois, cela peut faire remonter des angoisses du passé. Beaucoup de nos peurs sont issues d'expériences passées, même si nous les prenons pour des événements actuels. Nous mélangeons nos vies antérieures avec le présent et, par conséquent, lorsque nous sommes blessés, nous agissons en fonction de notre expérience passée. Nous pouvons et voulons tout faire pour nous protéger des angoisses liées aux réactions des autres. Mais si vous séparez le présent de votre passé, vous aurez plus de confiance et beaucoup plus de choix quant à la façon dont vous réagissez. Ne vous considérez pas comme faible ou incapable. Votre histoire personnelle ne doit pas continuer à dicter votre présent.
Croyez en vous et ayez la force et la résilience nécessaires pour faire face au changement. Même si vous ressentez de la peur, permettez-vous d'aller de l'avant. La peur s'accompagne d'un sentiment de culpabilité qui peut être une cause majeure de vos problèmes. Tout comme vous vous autorisez à faire face à la peur, vous pouvez aussi tolérer cette culpabilité. Votre dignité, votre respect de vous-même et votre santé émotionnelle finiront par vous en remercier. Examinez de plus près vos peurs et votre culpabilité. Posez-vous les questions suivantes. Est-ce que je fais quelque chose de malveillant? Suis-je cruel? Ai-je fait quelque chose d'abusif? Ai-je insulté quelqu'un ou voulu l'insulter? Ce que j'ai fait, c'est humilier quelqu'un? Mon comportement est-il insultant? Est-ce que je suis nuisible en faisant cela? Si vous répondez honnêtement par non à ces questions, vous n'avez rien à vous reprocher. Si votre réponse est oui, vous devez changer votre comportement. Le changement peut sembler inconfortable au début, mais essayez de voir cet inconfort comme un nouveau départ dans votre relation, comme une voie vers une plus grande maturité. De nombreuses personnes pensent qu'elles doivent devenir plus fortes avant de pouvoir prendre des mesures constructives pour vaincre le chantage affectif. La vérité est que lorsque vous commencez à adopter un nouvel ensemble de pensées et de comportements, le sentiment de votre force s'installe automatiquement. Les autres peuvent être surpris par votre changement et réagir de manière négative. Soyez-en conscient. Ne le prenez pas personnellement. Ne renoncez pas à modifier votre détermination à ne pas accepter le chantage affectif. Vous ne vous sentirez pas très bien au début, mais ce n'est pas grave. La tactique de l'agresseur repose sur la confrontation et l'escalade. La victime est poussée de plus en plus bas dans la structure du pouvoir. Lorsque nous sommes émotionnellement liés à quelqu'un et que nous recevons des critiques de sa part, nous avons naturellement tendance à nous mettre sur la défensive. Cependant, la défensive crée une réponse similaire chez l'autre personne. Trouvez des moyens non défensifs de communiquer avec votre maître chanteur. Il ne pourra pas vous atteindre et vous pourrez changer la dynamique. Retenez ce mantra. La prochaine fois que quelqu'un vous demande de faire quelque chose qui ne vous plaît pas, la première chose à faire est de vous arrêter. Respirez profondément. Cela vous aidera à sortir de la situation et de toutes les habitudes que vous pourriez avoir de réagir de manière défensive. Au lieu d'un oui ou d'un non brutal, dites « Je ne suis pas en mesure de prendre la décision pour le moment. J'ai besoin d'y réfléchir. » Cela vous donnera le temps de vous calmer, de rassembler vos forces et de vous connecter à vos pensées sans anxiété ni pression. Lorsque vous êtes en équilibre et que vous pouvez vérifier à la fois votre intellect et vos émotions, vous pouvez prendre une décision saine. Comment développer les compétences en matière de communication non défensive? La communication non défensive est un style de communication qui évite les manœuvres défensives et les luttes de pouvoir qui ont tendance à alimenter une dispute ou un conflit. L'opposé de la communication non défensive est le modèle de guerre, qui accroît le conflit parce que l'objectif est de gagner l'argument plutôt que de résoudre le problème. La communication dans le cadre du modèle de guerre suscite une réaction défensive qui active la partie émotionnelle de votre cerveau qui contrôle la réaction de combat ou de fuite. En conséquence, la personne réagit de manière impulsive et non rationnelle. Cela réduit sa capacité à communiquer efficacement. Lorsque nous sommes sur la défensive, nous nous engageons dans des luttes de pouvoir dans le cadre de la réaction de fuite ou de combat. Il arrive même que la personne se retire et se rende. Cette vulnérabilité rend la personne susceptible d'être blessée ou attaquée. Nous avons tous une tendance naturelle à nous mettre sur la défensive pour nous protéger des critiques. Lorsque vous vous mettez sur la défensive en communiquant avec les autres, il est plus difficile pour les personnes qui vous entourent d'écouter ce que vous dites. Il devient également difficile d'entendre leur version des choses.
Vous avez peut-être déjà observé ce phénomène lors de conversations critiques avec votre conjoint, votre patron, votre collègue ou votre ami. Lorsque vous vous mettez sur la défensive, l'autre personne est susceptible de répondre de la même manière. Le résultat est finalement la frustration et l'épuisement, et aucun de vous n'obtient ce qu'il veut. Pour éviter que cela ne se produise, développez vos compétences en communication non défensive en suivant ces 3 étapes. 1. Indiquez votre observation. Pour entamer votre conversation de manière non défensive, évitez de rejeter la responsabilité du problème sur l'autre personne. Veillez à ne pas faire de procès d'intention à l'autre personne. Concentrez-vous plutôt sur ce que vous voyez ou entendez. Par exemple, au lieu de dire « Tu n'as pas repassé les vêtements », dites « Je vois que les vêtements ne sont pas repassés ». Au lieu de « Tu es toujours en retard », dites « Il semble que je sois le premier arrivé au bureau ». Lorsque vous utilisez des déclarations « je », vous semblez moins critique et votre interlocuteur se sent moins sur la défensive par rapport aux déclarations commençant par « vous ». 2. Décrivez vos sentiments. Faites suivre votre observation d'un commentaire sur ce que vous avez ressenti face à ce comportement. Cela aide l'auditeur à mieux comprendre le problème en question. L'expression de vos sentiments ne se limite pas à une réponse en un mot à la question « Que ressentez-vous à propos de telle ou telle chose ?» Vous devez identifier correctement vos sentiments et les décrire en détail afin de mieux communiquer avec votre interlocuteur. Par exemple, au lieu de dire « Tu me mets en colère », dites « Je me sens frustré et coincé ». 3. Demandez un comportement spécifique. La partie la plus importante de la conversation non défensive consiste à demander des attitudes et des actions différentes à l'avenir. En faisant une telle demande, vous faites savoir à l'autre personne que vous n'avez aucune rancune ou plainte à son égard. Au contraire, vous souhaitez travailler à une solution constructive au problème. Par exemple, « J'apprécierais que vous déplaciez ces papiers de la table à manger avant le dîner. » Si vous suivez les étapes précédemment mentionnées avec assiduité, vous pourrez rapidement apprendre les techniques de communication non défensive et faire en sorte que vos conversations soient fructueuses. En étant poli et respectueux dans votre communication, vous jouez le rôle d'une grande personne. Ne mettez pas les choses en bouteille. N'attendez pas pour aborder le problème, sinon vos émotions refoulées s'intensifieront et vous ne serez pas en mesure de maintenir une conversation productive. La communication non défensive demande de la pratique et du temps pour porter ses fruits. Tenez bon, le jeu en vaut la chandelle. La communication non défensive exige d'une personne qu'elle change son attitude fondamentale. Elle l'oblige à modifier sa façon de poser les questions, de donner un retour d'information, d'exprimer ses sentiments et d'émettre des opinions. Elle peut être amenée à modifier le ton de sa voix, sa formulation et son langage corporel. Une fois que vous aurez suivi ces étapes de communication non défensive avec persistance, vous vous sentirez plus fort. Le maître chanteur ne peut pas réussir à vous attaquer ou à vous priver de vos pouvoirs. Comment se défendre sur le lieu de travail sans être sur la défensive? Sur le lieu de travail, tout le monde ne joue pas le jeu de la politique de bureau. Vous trouverez des personnes qui parlent de votre travail d'une manière qui peut avoir un impact négatif sur votre réputation. Une personne peut vous accuser faussement de quelque chose de mal ou s'attribuer le mérite de votre travail. Un malentendu peut s'ensuivre, les gens vous montrant du doigt. Il est essentiel que vous vous défendiez. Vous ne pouvez pas vous permettre de rester silencieux en attendant que la vérité éclate d'elle-même. Vous devez jouer un rôle actif en vous défendant pour construire ou défendre votre réputation. En plus de se défendre, il est important de savoir comment le faire.
Se défendre est une compétence de communication qui demande de la pratique et du temps pour être maîtrisée. Vous devez le faire sans avoir l'air hostile. Si vous utilisez un mode de communication agressif, il sera difficile d'amener les gens à écouter votre version des faits. Disons que quelque chose s'est produit sur votre lieu de travail. Vous aurez votre perception de ce qui s'est passé et les autres auront leur vision de ce qui s'est passé. Les deux peuvent ne pas coïncider. Lorsque vous essayez de convaincre les autres de votre perception, vous les attaquez. Vous utiliserez les phrases classiques « il a dit »,« elle a dit » et vous aurez l'air sur la défensive. Plus vous insistez sur le fait que vous êtes celui qui dit la vérité, plus cela implique que l'autre personne ment. Vous ne ferez qu'aggraver votre cas. Le but de se défendre est de garder son sang-froid, de montrer aux autres que vous avez confiance en votre travail et qu'ils ne peuvent pas facilement profiter de vous. Suivez ces 4 conseils pour vous défendre sans paraître brusque et sur la défensive. 1. Restez calme et adoptez un ton posé. C'est difficile à faire lorsque quelqu'un a dit du mal de vous, mais c'est crucial si vous voulez adopter la meilleure approche pour vous défendre. Votre communication devient tranchante et vengeresse lorsque vos émotions dominent votre jugement. Si vous agissez sous le coup de vos émotions, vous aurez l'air sur la défensive et vulnérable, sans atteindre l'objectif de vous défendre de la meilleure façon possible. En revanche, si vous êtes posé, les gens sont plus susceptibles d'écouter ce que vous dites. 2. Communiquez votre point de vue sans blâmer les autres. Lorsque quelqu'un vous accuse d'avoir fait quelque chose de mal, c'est une réaction impulsive de dire « Non, je ne l'ai pas fait, ils mentent ». Une telle déclaration a tendance à paraître défensive. Sinon, vous pouvez dire quelque chose comme « Je suis surpris par cette nouvelle. Je ne sais pas pourquoi vous pensez que j'ai fait cela, mais je ne suis pas d'accord avec vous. » En prenant cette voie, vous concentrez votre conversation sur vos réactions et les faits pointant vers vous au lieu de la personne qui vous a accusé. 3. Soyez la personne la plus importante. Parfois, les gens comprennent mal ce qui se passe et cela entraîne une mauvaise communication. Ils vous pointent du doigt parce qu'ils ne comprennent pas la situation de votre point de vue. Au lieu de les montrer du doigt, soyez la personne la plus importante et répondez en disant « Il s'agit peut-être d'un malentendu ». De cette façon, vous paraîtrez plus généreux et désireux de construire des relations saines sur le lieu de travail. 4. Étayez votre point de vue par des faits. Vous ne pouvez pas présenter votre cas sans aucun fait pour le prouver. Ne les modifiez pas pour retourner la situation en votre faveur. Présentez simplement les faits qui justifient votre désaccord avec les autres sans les blâmer. Il est également important de savoir quand se défendre. Dans le cadre d'un groupe, si quelqu'un dit que vous avez fait quelque chose que vous n'avez pas fait, il n'est pas toujours conseillé de prendre position avec force sur le champ. Vous pouvez simplement dire que vous êtes surpris par ces accusations et que vous n'êtes pas d'accord. N'oubliez pas qu'il peut s'agir d'un malentendu. Dans ce cas, vous vous êtes quand même défendu devant le groupe, mais sans blâmer la personne et sans entrer dans les détails. Cela montre votre sang-froid et vos capacités de communication, ce qui laissera une bonne impression.